On continue notre petit voyage au pays des kanji. On était au numéro 729. Et puis on va y aller sans transition, comme d'hab. Un immense merci à tous ceux qui me soutiennent avec les abonnements, les dons de soutien, et puis simplement en me suivant sur un peu toutes les plateformes. Ça m'aide beaucoup. N'oubliez pas d'en parler à tout le monde. Alors, cette fois-ci, donc on va arrêter notre petite obsession avec les doigts qu'on a eu jusqu'à la dernière vidéo, mais on va regarder un nouveau petit composant. Alors, ce composant, il commence avec un trait horizontal, comme ça. Ensuite, un deuxième trait horizontal. Je le fais un petit peu penché, mais on n'est pas obligé de les faire aussi penchés. Un trait qui part du premier trait qu'on a fait et continue vers la gauche, comme ça. Et ensuite, un trait tout droit. Hop. Oula, que j'ai très mal fait. On va essayer de le faire un peu plus droit. Hop. Allez, à peu près. Donc ça, c'est un composant. C'est pas forcément un kanji en tant que tel, qui représente, en tant que radical, deux mains. Deux mains, vous imaginez deux mains jointes, ou un peu comme vous voulez. Donc on retrouve un peu l'inspiration qu'on avait avec le doigt. Hein. Je vous le refais, le radical du doigt, c'était ça. Hop. Là. Là, vous imaginez qu'il y en a un deuxième sur la droite. Faites très attention, en revanche, ça ne dépasse pas là-haut. On n'est pas en train de faire le kanji du puits. Le kanji du puits, c'est ça. Vous voyez, ça dépasse là-haut. Voilà, il est là. Le kanji du puits. Non, là, on n'est pas là-dessus. On est donc 1, 2, 3 et 4. Voilà. Là, c'est beaucoup mieux. Là, ça ressemble plus. Mais donc, ça n'est pas le kanji du puits. Alors, qu'est-ce qu'on va en faire avec ces deux mains ? Quel est le premier kanji qu'on va voir avec ça ? Coucou Abeille Flandre. Alors, d'abord, on va en faire un avec le radical du caillou, la pierre, ici, qu'on va mettre à gauche, comme quasiment toujours avec ce radical-là, ce composant-là. Et à droite, on va mettre deux mains. Nos deux mains. Ok. Alors, est-ce qu'il me l'a reconnu ? Yes, il me l'a reconnu. Il me l'a reconnu. Ce petit kanji, dont la lecture on, c'est ken. Et la version kun, c'est togu, le verbe togu, qui veut dire polir quelque chose. On s'en sert aussi quand on parle du fait de... Si je dis pas de bêtises, voilà, du fait de... bon, on ne voit pas là. Du fait de brosser, polir, laver le riz avant de le faire cuire. Kome o togu. C'est le ken, par exemple, du mot kenkyu. Vous voyez qu'ils nous le mettent en N4. Niveau N4, parce que dans quasiment tous les manuels, on a ce terme, kenkyu, qui n'est pas un terme de vocabulaire fondamental en français, mais dans les manuels japonais, ils aiment bien le mettre, parce que c'est le... Pardon, un kanji d'ailleurs, c'est un mot. Kenkyu, c'est les études, la recherche dans son aspect universitaire, si vous voulez. C'est un... Voilà, les Japonais en parlent beaucoup. Kenkyu Shitsu, ça va être le bureau de quelqu'un d'un professeur, par exemple, d'un professeur qui travaille à l'université. Et donc, pour cette raison-là, voilà, c'est un mot qui est beaucoup plus courant, on va dire, dans l'enseignement du japonais, un peu moins dans le japonais lui-même. Ce qui explique pourquoi il est considéré comme N4, alors qu'en vrai, c'est quand même... voilà. Donc vous voyez Kenkyuin, quelqu'un qui fait de la recherche. Voilà. Alors non, ça n'est pas le même que celui que tu as mis, Abeille Flandre, qui est Migaku. Hop, je le remets, Migaku, qui veut aussi dire polir, mais aussi beaucoup plus frotter. Frotter quelque chose, parfois un peu pulvériser quelque chose aussi. Donc voilà, là on a togu qui est un autre mot qui est très proche. Voilà, laver le riz. Donc, par exemple, pour laver le riz, vous pouvez pas dire kome o migaku. Ça on se dira, oula, tu veux faire de la farine, que t'en es là. Non, on va dire kome o togu. Togu.
Ne cherchez pas forcément dans votre tête à faire des distinctions toujours en vous disant ok, j'ai deux kanji qui ont un sens proche, mais celui-ci c'est pour ça et celui-ci c'est pour ça. Parfois il peut y avoir des choses, des petits indicateurs comme ça, comme Kome Otogo, c'est pas toujours le cas. Ce qui est le plus important, c'est surtout que vous ayez le sens des kanji. Vous prenez pas forcément, surtout si vous êtes débutant, la tête sur ah oui, mais pourquoi il y a ce kanji-là et ce kanji-là qui ont le même sens. Je suis là, bah oui, mais mes amis, vous avez déjà entendu parler des synonymes, hein? En français, on va dire vite et rapidement. Et je vais te dire, c'est quoi la différence entre les deux? Euh, bah, ok. Bah non, ça veut dire à peu près la même chose. Voilà, voilà. Ok. Le suivant, le suivant. Alors, d'abord, on va avoir le composant de la fiesta. Je ne sais pas si vous vous en souvenez de celui-là. Je vais le faire en entier pour qu'on s'en rappelle, puis après je vais respecter l'ordre des traits, sinon il ne va pas aimer. Hop, c'est ça le composant de la fiesta. C'est parti de toute une série de composants assez similaires. Quand on utilise ce composant, ce qui est embêtant, c'est qu'au niveau de l'ordre des traits, on fait d'abord ce long trait horizontal et ensuite on fait les deux petites mains en dessous. Alors comme elles sont toutes petites là, nos petites mains, on a cette fois-ci un seul trait. Vous voyez, on n'a pas le trait du haut. On a un seul trait qui les traverse. C'est une forme alternative du même radical. Et ensuite, on termine notre petit truc. Voilà. Et là, on l'a bien reconnu. Celui-là, il se prononce kai en version on, et il y a un verbe qui est imashimeru. Qui veut dire sermonner, si vous voulez. Sermonner, donner une leçon à quelqu'un avec un ton sentencieux, interdire à quelqu'un de faire quelque chose, ce genre de choses. Bon, on est sur du vocabulaire assez élaboré. Je vous avoue que j'ai jamais fait de ma vie une phrase avec le verbe imashimeru. Avec quoi on le trouve, ce kai? Mais d'ailleurs, j'ai complètement oublié de vous faire une histoire mnémotechnique pour le précédent. Attendez, on va juste revenir dessus un instant. Pardon, avant d'avancer. Donc, celui-là pour polir, écoutez, si vous voulez polir une pierre précieuse, un caillou précieux, et en faire un joli bijou, vous allez utiliser vos deux mains et le tenir. Vous pouvez penser à un diamantaire, vous pouvez penser à un joaillier qui est en train de travailler comme ça une pierre précieuse ou une pierre brute pour en faire une pierre précieuse et qui la tient bien avec ses deux mains et tous ses outils. Ça peut marcher. Moi, c'est comme ça que j'ai retenu. Celui-là, en revanche, je vous avoue que j'ai eu beaucoup plus de mal et que régulièrement je l'oublie. On va essayer de se trouver d'autres mots d'ailleurs de vocabulaire avec. Il n'y a pas ikai d'ailleurs. Ah, keikai bien sûr, ouais. Keikai, la vigilance. Ça c'est un mot assez courant que j'oublie tout le temps. Avec le kei, le keisatsu, la police. Donc ce kai, il n'est pas forcément facile. Éventuellement, on a la fiesta. Donc on peut imaginer un vigile peut-être. Le vigile qui, avec ses deux mains, commande aux uns et aux autres. Le commandement, on a qui commande, c'est lui qui commande à la porte de la boîte, à la porte du resto, pour dire toi tu rentres pas. Puis comme il est assez imposant avec ses deux mains là, il décide de qui rentre ou pas dans la fiesta. Ça pourrait marcher ça, le commandement. Le suivant, il commence par un que j'aime beaucoup qui est le roi. 1, 2, 3, 4. Donc on a le roi en haut et en dessous on a les deux mains. Yes. Le roi, les deux mains. Le mot-clé qu'a mis Heisig en anglais, c'est tinker with something. Ça veut dire jouer, s'amuser avec un objet. Voilà. On
on a le verbe par exemple rosuru qui veut dire ça, hein, s'amuser avec quelque chose. Tawamureru, il y en a un mieux, hein. C'est plutôt ce kanji là pour ça. Bon, on est sur du vocabulaire un peu élaboré. Vous voyez, on n'est même pas dans le territoire du JLPT, on n'a pas de niveau JLPT identifié pour ce caractère. Mais vous voyez, ro suru, ce kanji, je l'ai vu dans un manga de Yotsuba, hein, qui est un truc quand même assez accessible en termes de langue. Donc vous voyez que c'est pas parce qu'un kanji est un peu plus rare que vous n'allez pas tomber dessus. Bien au contraire. Mais c'est juste, voilà, les chances de tomber dessus sont plus faibles, c'est un peu plus aléatoire. Donc, tac. Loka, je connaissais pas cette expression. Idikuru, lo suru. La méthode. Alors moi j'avais pensé à un vieux truc que j'avais vu. Hein. Allez toujours chercher dans vos souvenirs personnels à vous pour ça. Hein. Et bien moi je m'étais souvenu il y a longtemps quand j'étais gamin, j'avais vu un téléfilm ou un film, je sais plus, sur la Révolution française et on y voyait un roi, on y voyait Louis XVI et on voyait que ce Louis XVI il s'était amusé. Il avait plus ou moins, tel que c'était représenté dans le film, il avait plus ou moins participé à l'élaboration ou l'amélioration du mécanisme de la guillotine, le pauvre, ironie du sort, hein. Où donc il y avait une scène, je ne sais plus par qui il était joué, Louis XVI dans ce film, et c'est lui qui disait ah mais si vous mettez une lame biseautée, ça coupera mieux. Je ne croyais pas si bien dire. Et donc j'ai pensé à un roi qui était comme ça un petit peu bricoleur, hein, qui aimait bien bricoler. Moi le mot que j'ai associé avec ça c'est le fait de bricoler, mais dans le sens je bricole un objet, je le modifie, je m'amuse avec, hein, ce petit bricolage là, qui bricole un objet avec ses deux petites mains. Voilà, le roi Louis XVI qui a bricolé sa petite maquette de guillotine et qui pensait pas que ça allait lui péter au nez. Quelques années après. Le suivant. Alors, le suivant, ça va être facile pour nous parce que on met la clé de l'arbre. Oula, l'arbre, on a dit. On va essayer de le faire à peu près droit. Voilà. Et à droite, on va faire le commandement qu'on a fait tout à l'heure. Hein, donc, avec notre fiesta, nos deux mains. Et voilà. On a l'arbre et le commandement. Et alors, comme souvent, il va aussi se prononcer en lecture on kai, ce kanji-là, hein, puisqu'il va reprendre la lecture on du composant qui est à droite. Et son sens, c'est la machine, le mécanisme, l'instrument. C'est le kai de kikai, hein, kikai qui est une machine. Donc on est sur du N2. Cassé, ça je connais pas. Qu'est-ce que c'est ça? Ouais, non. Pas à retenir cette prononciation-là, tant que vous ne tombez pas dessus. Le kai, en revanche, vous voyez, c'est la même prononciation que pour la partie droite. Donc c'est à votre portée. Hein. Tchouk. C'est fou quand même. Oui, voilà, hein, le mot clé c'est kikai, hein, ce kikai là. Qui veut dire donc la machine. La machine. Quelle histoire je m'étais fait avec celui-là? Je me souviens plus bien. J'avais peut-être pensé à un militaire encore. Je sais pas pourquoi les histoires avec les militaires, j'arrive à les retenir. Qui avait une sorte de machine qui était un char d'assaut en bois. Ou alors on peut reparler de notre guillotine. Ah non, oui, j'avais pensé à cause du commandant, hein, du commandement. J'avais pensé que voilà, le grand militaire qui commandait à ses armées de faire avancer leur char d'assaut en bois, ou alors d'avancer dans le bois, dans la forêt peut-être. C'est un peu flou encore pour moi. Mais vous trouverez sans doute des choses. Hein. Commandement, il faut que ça vous parle. Donc vous trouvez quelque chose qui marche bien pour vous.
Le suivant. Ah, le suivant, il est magnifique, je l'adore. Parce qu'il est très particulier visuellement, je trouve qu'il est, voilà, on n'en voit pas beaucoup. Donc, en haut, j'ai moi-même, hein, le ji de jibun, soi-même, avec ce petit trait-là, et ensuite l'œil. En dessous de moi-même, j'ai la rizière. Ok. La rizière, qui est aussi pour Heissig, avec le sens de cerveau. Et en dessous, j'ai les deux mains. Les deux mains. Ok. Vous voyez, il est super vertical ce kanji. Vous voyez, il n'est pas facile à faire parce qu'il faut vraiment, si on veut bien le faire, faut vraiment, je vais essayer de le faire un peu mieux. Il faut vraiment écraser notre œil en haut là. Hop. Faut qu'il prenne pas toute la hauteur, quoi. Hein? Pareil pour notre rizière, on va l'écraser aussi. Hop. Pour qu'elle prenne pas tout. Et nos deux mains à la fin, toutes petites. Bon voilà, ça ressemble un peu plus à ce qu'on a là. Ah non, ah ils me l'ont perdu du coup. Parce que je l'ai pas très bien fait. Ah, j'ai peut-être fait un seul trait là où il en attendait deux. C'est pas grave. Vous allez voir que celui-là. Ah. Spoiler, spoiler. Donc il se prononce Hana, mais c'est pas le Hana de la fleur. C'est Hana du nez. Le nez. Et oui. Et oui, et oui. Le nez. Eh bien, moi pour le retenir, celui-là, avec sa prononciation bi comme biko, les narines, ou jibika, l'otorhinolaryngologue, logiste, je ne sais plus. Donc on a le nez. Hein, le nez. Bon, moi je m'étais fait une histoire un peu gore. Où j'avais pris le sens de cerveau pour la rizière, puisque Monsieur Heissig nous autorise à faire ça. Et j'avais pensé à quelqu'un qui qui se mettait les doigts dans le nez, qui se mettait carrément les deux mains dans le nez, et il les mettait tellement profond qu'il arrivait lui-même à faire sortir son cerveau, enfin, qu'il atteignait des bouts de son cerveau tellement il avait mis ses mains profondes dans ses narines. C'est assez dégueulasse, j'en conviens. Mais du coup, je ne l'ai pas oublié. Hein, parfois, les histoires bien dégoûtantes, elles marchent aussi. Voilà. Alors, attendez. Je vais juste regarder si au niveau des... Hana, Ouais, c'est le Hana. Hana. Hein, au niveau de l'accent tonique. Tonal, pardon. Là-haut. 花 Ouais. Hana. Pour la fleur, ouais. Ça a l'air quand même assez proche. Hein. Il n'y en a pas un qui fait Hana. C'est pas grave. Hein, en tout cas, de toute façon, en fonction du contexte, vous saurez bien si vous êtes en train de parler de fleurs ou du nez. Hein. Voilà, voilà, pour notre petit nez. Le suivant. Là, on retrouve la forme complète de notre petit radical avec les deux mains qu'on va avoir à gauche. Ok ? Et à droite, je vais avoir le sabre. Tchoc. Souvenez peut-être de celui-là. Pourquoi il ne me l'a pas reconnu? Il m'a mis celui-là, mais il m'a pas mis le mien. C'est pas grave. Ou alors je le vois pas. C'est pas grave. Celui-là, il se prononce kei, comme dans le mot que je viens de taper, qui était keibatsu. Hein, la punition, la sentence, la peine, dans le sens comme une peine de prison. Et il a que cette prononciation-là. Kei. On le voit assez souvent. Ouais, ça pourrait être du N2. Hein, voilà, par exemple, keibatsu. Keiji, hein, le détective. Si vous lisez des histoires policières, vous allez tomber sur ce mot-là. Je vous remets keibatsu. La peine prononcée par un tribunal. Keibatsu. Donc voilà, celui-là, on a les deux mains et un sabre. Et ben, moi j'ai pensé à une sentence assez terrible qui est de se faire couper la tête, quoi.
la peine de mort, hein, voilà, l'histoire que je m'étais fait, c'est que la peine de mort, autrefois, c'était, au Japon, c'était de se faire couper la tête avec quelqu'un qui tenait un sabre dans les deux mains pour appliquer la sentence, hein, vous pouvez retenir le mot de sentence ou de punition, hein, punir, avec ce kanji, ça marche très bien. Et ce kanji, on va le retrouver dans le suivant. Là, on a les deux mains, le sabre, et en dessous, la terre, le sol. Voilà, voilà. Celui-là, il a un sens tout à fait différent, puisque ça veut dire modeler, créer une forme avec un moule, par exemple, hein. Le mot qui a été choisi par ici, c'est mold, hein, celui-là qui n'est pas le mold de l'art. Voilà, un moule, hein, le fait de mouler, faire un moulage, quelque chose comme ça. Et du coup, donc on a la punition, on a le moulage et on a le sol, la terre. Ce kanji, vous le voyez parfois un peu comme une forme de suffixe à la fin de certains mots pour dire c'est le train de type 975 Kei, hein, vous allez l'avoir comme ça à la fin. On l'a beaucoup vu aussi, si je dis pas de bêtises, avec le Shingata coronavirus, hein, le nouveau modèle entre guillemets de coronavirus. Quand on disait le nouveau coronavirus, on disait toujours ça. Shingata coronavirus. Maintenant on ne le dit plus trop. Déjà il est plus très nouveau. Et tiens, un niveau N2, hein, avec ce gata qui veut dire aussi la forme, le type. Donc, oh là, je m'étais fait une histoire compliquée moi avec celui-là. Ouais, je crois que j'avais donc avec l'histoire du moulage, j'avais imaginé. Vous connaissez sans doute peut-être le mythe de Sisyphe, qui est quelqu'un qui avait été condamné dans la mythologie à remonter un rocher en haut d'une colline. Et je crois qu'à chaque fois, le rocher redégringole et il doit le remonter jusqu'à l'éternité, quelque chose comme ça. Je me souviens que dans le dessin animé que je voyais dans mon enfance, Ulysse 31, on regarderait ça sur internet pour les curieux, il y avait une histoire comme ça, parce que ça s'inspirait de mythes de la mythologie grecque, et il y avait notamment une histoire avec Sisyphe qui devait faire ça. Et donc c'était sa punition, on y arrive, la punition. C'était qu'il devait remonter donc une espèce de rocher qui était fait en terre. J'avais retenu le sens de terre pour ça. Mais à chaque fois qu'il poussait le rocher par-dessus la colline, là, en fait, le rocher retombait quelque part et tombait, enfin, les débris du rocher tombaient dans une espèce de moule qui reformait le rocher et lui remettait en bas de la colline qu'il devait à nouveau remonter. Donc j'avais eu cette idée de moule qui récupérait les débris du rocher, leur redonnait une forme comme ça. Donc ouais, ça c'était, je l'ai pas méga bien, toujours bien retenu celui-là, mais bon, heureusement mes lectures m'ont permis de un peu mieux m'en sortir. Voilà, donc punition, terre, le moule. Peut-être que votre punition, vous pouvez penser à quelqu'un qu'on aurait puni à devoir faire des macomoulages ou je ne sais quoi, des modelages. Les possibilités sont vastes. Donc, maintenant on va avoir un nouveau petit composant. Alors, un trait comme ça. Il ressemble beaucoup au katakana pour O. Pardon. Ensuite, un trait vertical qu'on va mettre un petit peu, voilà, pro de tiers. Hop. Et ensuite, un trait comme ça. Vous voyez, ça ressemble beaucoup au katakana pour O que je vais vous refaire. Voilà. La différence, c'est que le O, le trait part de l'angle. Si vous regardez bien là, le trait part de l'intersection. Là, le trait dépasse. Il part de l'extérieur.
continuer son chemin ici. Qui se ressemblent beaucoup, mais il ne faut pas les confondre, parce que ça, c'est un vrai kanji, c'est pas un katakana. Et son sens, c'est un génie. Il peut être aussi utilisé, vous voyez, il se prononce sai, il peut aussi être utilisé pour compter les années. Watashi wa 15 sai desu, j'ai 15 ans. Vous avez le choix du kanji à utiliser. Donc, voilà, soit vous pouvez utiliser le kanji un peu classique officiel qui est celui-là, le sai là, mais vous pouvez aussi utiliser celui-là si vous voulez. Je vous avoue que je ne sais pas trop s'il y a une vraie nuance, une vraie différence entre les deux. Voilà, vous voyez, vous pouvez l'utiliser, c'est tout à fait correct. Et c'est un petit peu plus facile à écrire si jamais vous devez écrire à la main plutôt que le sai qu'on a vu là, qui est quand même un petit peu plus compliqué. Donc pour ça, on aime bien ce kanji, parce qu'il est assez simple. Tac tac. Et donc c'est le sai de Tensai. Un Tensai, un génie, quelqu'un de supérieurement intelligent, quelqu'un qui est descendu du ciel, parce que c'est le Ten de Hama, le ciel. Donc celui-là, je vous avoue, vu sa simplicité visuelle, il n'y a pas forcément d'histoire. Il y en a qui... Tac tac tac. Pictographe d'un seul doigt. Oui. Pas évident, hein. Pas évident. Vous pouvez vous dire que c'est un doigt. Ah, vous imaginez Aladdin sur la lampe. Il prend la lampe et peut-être la frotter avec son doigt. Il va la frotter comme ça, et en enlevant la poussière, ça fait sortir le génie. Si vous pensez effectivement au radical de doigt, puisqu'il se ressemble comme deux gouttes d'eau, sauf que le radical de doigt ne part pas de la droite, il part de la gauche, comme ça. Contrairement à celui-là qui est hop. Mais bon, on est d'accord que ça se ressemble quand même beaucoup. Vous pouvez penser à Aladdin et à sa lampe. Ok. Alors, premier kanji qu'on va avoir avec ce nouveau petit composant. Cette fois-ci, on va avoir le coquillage à gauche. Donc, quand on a le coquillage, vous savez souvent qu'on parle de moula, d'argent, le sujet d'argent. Et là, c'est pas une exception. Donc, je mets à droite mon génie. J'ai le génie et j'ai des coquillages. Bon, qu'est-ce qui va pouvoir vouloir dire ce truc ? C'est la propriété. La propriété, le sens de ce kanji. Niveau N3, c'est le sai du mot saifu, saifu desu. Votre portefeuille. Pardon. Voilà. Votre bourse, votre morceau de tissu dans lequel vous avez ce que vous possédez. Donc, on trouve beaucoup ce kanji dans des choses qui sont en rapport avec la fortune, ce que les gens possèdent, leurs actifs. Pour takara, le trésor, c'est pas du tout le kanji habituel, donc vous n'êtes pas du tout. Je vous conseille pas du tout de retenir cette lecture-là. Qu'est-ce qu'on va trouver avec pas juste Zai tout seul. Ah oui, Jinzai, les ressources humaines. Mais on l'a plutôt avec un autre. Juyo Bunkazai. Ah oui, Bunkazai, le patrimoine culturel, cette idée de patrimoine, la propriété, le patrimoine. Très bon mot-clé pour ce kanji, le patrimoine. Ça représente vraiment cette idée-là. Ok ? Notre Aladdin, une fois qu'il a frotté la lampe là, avec son génie, qu'est-ce qu'il lui a demandé ? De la moula. Il lui a demandé beaucoup d'argent, beaucoup de coquillages, pour pouvoir acquérir des belles propriétés, acquérir plein de choses, avoir une fortune, les propriétés, avoir un patrimoine conséquent, parce qu'il pensait que c'est ça qui allait impressionner Jasmine. Mais Jasmine n'était pas du genre à se laisser impressionner par
la richesse, son petit connaît Shania Twain. Alors, donc, j'ai le bois, l'arbre. Maintenant, dans le suivant, et à droite, notre génie. Le génie du bois. Ah, je l'ai mis comme Mola. Pas loin. C'est pas celui-là. Est-ce qu'il me l'a reconnu? C'est pas grave. Hein. Sinon, je vais le trouver autrement. Ouais. C'est pas grave. Non. C'est des petites tentatives. Non. Ouais, on peut faire comme ça. Hein, justement, design qu'on avait vu comme ça. Le génie du bois. Et bien tout ça, c'est donc les zai. Ah, mais c'est le zailio surtout. Le zai, le zailio, les ingrédients. Donc, ça désigne du bois. Du bois lumber en anglais. Hein. Lumber, la différence avec wood, c'est que lumber, c'est vraiment le matériau. Hein, le bois que vous utilisez pour faire des meubles, pour faire du chauffage. D'ailleurs, je crois que c'est pour le chauffage plutôt timber. Bref, je suis plus sûr. C'est pas grave. En tout cas, ça c'est le bois en tant que matériau. Le bois, le matériau. Et il se prononce zai, hein, comme dans zailio, les ingrédients. Tchoc. Quelle histoire néotechnie on va se faire avec ça? Un génie avec du bois. Tout ça pour dire des matériaux. Je crois que je m'étais refait encore une histoire avec peut-être le génie d'Aladin. Comme le soir il fait froid dans le désert, le génie il allait peut-être chercher du bois pour nous tenir chaud. Et donc j'imaginais qu'il portait des bûches et que ça faisait du matériau comme ça, du bois de chauffage. Ça peut marcher. Alors, le suivant, il est un peu coton parce qu'il est plutôt abstrait. Ok? Attendez, je regarde juste. Ah oui, mon Dieu. Là, on est avec une clé, un composant qu'on voit vraiment pas beaucoup. Souvenez de ce qu'on avait vu pour Tomodachi, par exemple. Hein, ce composant-là, avec ces deux traits-là en haut. Bon, bah là, on va avoir une petite variation, puisque c'est en fait une variation de notre génie, auquel on a rajouté, dont on a un petit peu, on va dire, chamboulé les traits, hein, puisque au lieu de faire 1, 2, 3, on les a décalés. C'est-à-dire que le trait final, il est là, et le trait vertical, il s'est mis en dessous. Voilà. Et donc le sens qu'a mis M. Haïsik sur cette déclinaison du génie, c'était le génie dans une bouteille, le génie dans la lampe. Ok ? Pour ceux qui aiment bien Genie in a Bottle de Christina Aguilera, ça marche aussi. Et donc, en dessous, on a un enfant, ko. Ok ? D'ailleurs, pas très bien dessiné celui-là. Alors, il m'a reconnu celui-là, mais il ne m'a pas reconnu lui. Tchoc. Bon, c'est pas bien grave. Bim. Donc, la prononciation avec laquelle j'ai retrouvé, là, c'est le zon, du verbe zonjiru. Alors ça c'est du keigo. Hein. Le keigo c'est les expressions respectueuses ou d'humilité, tout ça. Hein. Zonjiru c'est la version keigo, la version respectueuse de shiru, savoir. Souvent quand on demande à quelqu'un qui est au-dessus de nous et qu'on lui demande est-ce que vous savez ça, plutôt que lui demander shiteimasu ka, on va lui demander gozonji desu ka. Gozonji desu ka, avec ce verbe zonjiru. Et c'est proche du sens premier de ce kanji qui est supposer quelque chose, être conscient de quelque chose. Donc, savoir, croire. Hein. Gozonji desu ka.
Oui, pardon. Un gozonji desu ka, c'est respectueux. Et juste le verbe zonjiru. Si par exemple, moi je veux dire, au lieu de dire so, watashi wa mou shite imasu. Je sais déjà ça. Je vais simplement dire mou zonjite imasu. Mou zonjite imasu. Je le sais déjà. Sans me mettre en avant. Humilité, humilité toujours. Oula, toutes ces prononciations de Kona sont bien mystérieuses pour moi. Et on le trouve aussi dans des mots, notamment combinés, vous allez voir, avec le kanji qu'on va voir juste après, avec la prononciation son. Son, zone. Donc on a notre génie dans une bouteille et un enfant. On pourrait éventuellement penser au fait que les enfants croient aux contes de fées. Et donc, il faut garder une âme d'enfant comme un cœur pur, comme Aladdin, pour croire aux contes de fées et au génie dans la bouteille. Donc, on peut mettre cette idée de croyance, de supposition du côté de l'enfant, qui suppose que oui, ça existe pour de vrai, les génies et les contes de fées. Ça peut marcher. Mais il est un peu coton à retenir sûr. Comme souvent avec les sens assez abstraits. Et on va retrouver notre génie dans la bouteille, mais avec la terre, le sol. Et ça, c'est un kanji plus courant, très courant celui-là, avec pas mal de mots. Je dirais qu'il va être N3 ou pire N2, mais voilà, N3 clairement. Il reprend l'idée, vous voyez, là on a le verbe aru, ça peut être un kanji utilisé pour faire le verbe aru, qui généralement, je vous rassure, s'écrit en kana, pour dire exister, être là. Être là. Et notamment, on avait le mot, ils n'ont pas mis là, le mot sonzai, qui est un super mot à connaître. Sonzai, vous voyez avec le kanji qu'on avait juste avant et celui-là, qui veut dire l'existence, exister, sonzai. Sonzai, ça veut aussi dire l'être, une présence, un être, voire une personne. Ça peut être, ça peut désigner un être humain, sonzai. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir pour dire ça, pour avoir cette idée d'existence? On peut imaginer toujours avec notre génie d'Aladin. Notre génie d'Aladin, il a des super pouvoirs, il peut faire apparaître tout un tas de choses. Eh bien, on peut imaginer qu'il prend un peu de terre par terre, et grâce à lui, ce morceau de terre devient tout ce qui peut exister sur la planète. Il peut le faire exister sous une autre forme, il peut le modeler et que ça devienne, je sais pas moi, un palais fantastique ou un éléphant, bref, tout ce que vous désirez. Donc, ce qui colle à l'idée d'existence. Mais essayez quand même de le rendre un peu concret dans vos histoires mnémotechniques parce que ça peut être un peu chaud. Alors le composant suivant, qui est aussi un kanji, il n'est pas facile. C'est une façon un peu archaïque d'écrire le no. Mais d'ailleurs, je vais peut-être le faire en un seul, en 2 traits. Est-ce qu'il me l'a reconnu là? Non, toujours pas. Bon, c'est pas grave. On va le retrouver. Donc vous voyez, il a une forme un petit peu marrante, je trouve, celui-là. Voilà. Donc, je vous ai dit, c'est une forme archaïque du no. On va voir s'il me le prête. Yes, il va me le retrouver. On trouve ça notamment dans des noms propres, par exemple. Puisque c'est comme ça, le no, la particule no, qui indique une forme de qualification, souvent du possessif, s'écrivait avec ce kanji-là. J'imagine qu'en chinois, il doit y avoir un sens comme ça, une utilisation comme ça avec ce kanji. Je ne connais absolument rien au chinois, donc les amateurs de la langue me diront si j'ai raison ou tort
dans les commentaires. Il a plein de prononciations, je vous avoue. Oui, c'est Nanji. Franchement, c'est surtout ce sens de no archaïque qui est un peu dans lequel je l'ai croisé. Donc voilà, donc pas facile. Celui-là, j'ai pas forcément d'histoire mnémotechnique. Le sens premier que lui a mis Heissig, c'est celui du point. Ok, du point. Moi, je trouve qu'il ressemble surtout à katana, celui-là. Donc, on va faire un peu du pictogramme, là. Imaginez. Hein. Regardez-les, ces deux-là. Ils sont quand même franchement similaires. Et là, on peut imaginer que le point tient la lame et que ce petit coin, je sais pas, ça peut être un peu comme une lame brisée ou alors une lame... il y a le point qui a essayé d'arrêter la lame. Hein, c'est le point qui tient la lame ici. Tchac. Et peut-être qu'il est sanguinolent parce qu'il est un peu coupé. Mais ouais, je suis allé... n'hésitez pas à aller chercher du côté du pictogramme pour essayer de mémoriser ce sens-là parce qu'il est quand même un petit peu coton. Et on a des kanji qui utilisent ce petit radical. Donc on va encore regarder quelques-uns. Le premier... indispensable celui-là. On retrouve les doigts à gauche. À droite, on a la dinde. Et en dessous, on a notre point. Ok. Est-ce qu'il me l'a reconnu? Ah ouais, il me l'a reconnu. Ah, juste pardon. Ok. Hop, c'est le kei de keitai denwa, un téléphone portable. Alors keitai, c'est vrai que c'est un mot qu'on entend moins, parce que maintenant on parle beaucoup plus de smartphone. Smartphone. Keitai, ça peut éventuellement désigner les garake, les vieux portables purement japonais à clapet, vous voyez. Donc non. Donc on a un point, on a un doigt et on a une dinde. Ok. Et tout ça, ça veut dire portable. C'est l'idée d'avoir quelque chose qu'on porte dans la main, hein, qu'on peut tenir dans la main. Ok. Là-dessus, alors quelle histoire je m'étais fait? Je sais plus pourquoi je m'étais fait une histoire avec... j'avais pensé au fait que jadis, les premiers téléphones portables, téléphones cellulaires, ils étaient énormes, ils étaient gros comme des dindes. Et qu'ils étaient de la taille d'un point. Qu'est-ce que l'histoire je m'étais fait? Peut-être là, on va se dire ça là. La taille d'un point, rond comme une dinde, comme une grosse dinde, comme des vieux téléphones portables bien dodus, et qu'on appuyait dessus avec ses doigts. Voilà, j'avais vraiment pris le portable de téléphone portable. Donc amusez-vous avec la dinde et avec le poing et le doigt pour voir ce que vous allez pouvoir en sortir. Et puis on va s'arrêter là, les amis. Hey!